À 11h32 du matin du 29 novembre 1943, le sergent-chef Eugène Moran s'agenouilla dans la section arrière d'une forteresse volante B-7 nommée Rikki Tikitaby, observant les chasseurs allemands se ruer vers son bombardier comme des frelons en colère. 19 ans, un garçon de ferme du Wisconsin, sa première mission de combat au-dessus d'une cible lourdement défendue. La 8e force aérienne avait envoyé plus de 300 bombardiers pour détruire les usines de Brême ce matin-là. Les défenseurs allemands avaient déjà abattu 6 forteresses volantes durant la première heure. La position de Moran était la plus solitaire de l'appareil. Le mitrailleur de queue était assis sur un siège de style bicyclette tout à l'arrière du bombardier, séparé du reste de l'équipage par 40 pieds de fuselage. Sa seule compagnie était une paire de mitrailleuses de calibre 50 et les chasseurs allemands qui tentaient de le tuer. Le B-7 transportait 10 hommes. Pilote et copilote dans le cockpit, navigateur et bombardier dans le nez, mécanicien de vol dans la tourelle supérieure, opérateur radio derrière la soute à bombe, 2 mitrailleurs de flanc debout aux fenêtres ouvertes, mitrailleur de tourelle ventrale suspendu sous l'appareil dans une sphère de verre, et Moran, seul dans la queue. Le travail du mitrailleur de queue était simple, protéger l'angle le plus vulnérable du bombardier. Les pilotes allemands avaient appris tôt dans la guerre qu'attaquer directement par l'arrière d'un B-7 les plaçait dans l'arc de tir d'un seul homme, le mitrailleur de queue. En novembre 1943, la 8e force aérienne perdait des bombardiers à un rythme catastrophique. La mission vers Schweinfurt 2 mois plus tôt avait coûté 60 forteresses volantes en une seule journée. 600 hommes tués ou capturés en un après-midi. Les équipages de bombardiers appelaient les missions profondes en Allemagne des courses de lait vers l'enfer. Les mathématiques de survie étaient brutales. Un équipage de bombardiers devait accomplir 25 missions pour rentrer chez lui. L'analyse statistique montrait que l'équipage moyen durait 15 missions. Certains groupes perdaient la moitié de leurs appareils chaque mois. Moran s'était engagé le jour de ses 18 ans, ayant grandi dans une ferme laitière près de Soldiers Grove, Wisconsin. Il avait regardé des avions passer au-dessus de sa tête et rêvé de voler. Les forces aériennes de l'armée avaient besoin de mitrailleurs, de jeunes hommes aux réflexes rapides et aux nerfs solides, des garçons de ferme qui savaient tirer. L'entraînement au tir lui avait appris à suivre des cibles se déplaçant rapidement tout en compensant le vent, l'altitude et la vitesse de son propre appareil. Il avait appris à tirer par courtes rafales pour empêcher ses canons de surchauffer. Il avait mémorisé les silhouettes des chasseurs allemands. Messerschmitt Bf-109, Focke-Wulf 190. Il pouvait les identifier à 2000 yards. Mais l'entraînement ne pouvait préparer personne à la réalité du combat au-dessus de l'Allemagne. Le froid à 24 000 pieds descendait à 40 degrés sous zéro. Les engelures réclamaient doigts et orteils. L'air raréfié rendait chaque mouvement épuisant, et les chasseurs allemands arrivaient par vagues, tirant des canons de 20 mm qui pouvaient déchirer l'aluminium comme du papier. Rikki Tikitaby avait décollé de Snetterton Heath en Angleterre ce matin-là, dans le cadre du 96e groupe de bombardement. La cible était Brême, une ville industrielle sur la rivière Weser. Chantier naval, usine d'avions, abri de sous-marins, l'une des villes les plus lourdement défendues d'Allemagne. Des formations de bombardiers avaient traversé la mer du Nord en boîtes défensives serrées, chaque B-7 positionné pour fournir des champs de tir qui se chevauchaient. La théorie était simple. Regrouper les bombardiers étroitement pour que leur puissance de feu combinée puisse repousser les chasseurs ennemis. La réalité était qu'un coup direct sur un appareil endommageait souvent ceux qui volaient à côté. Les défenses antiaériennes de Brême ouvrirent le feu alors que les formations approchaient. Des éclats noirs de flaques remplirent le ciel. Les bombardiers ne pouvaient pas manœuvrer. Ils devaient voler droit et à niveau pour la course de bombardement. Les éclats d'obus déchirèrent ailes et fuselage. Moran regarda un B-7 dans la formation devant prendre un coup direct. Il se plia en deux et tomba du ciel. Rikki Tikitaby largua ses bombes sur la cible. 4000 livres d'explosifs puissants dégringolant vers les usines en contrebas. Mission accomplie. Maintenant, il devait juste survivre au vol de retour. Si vous voulez voir comment la mission de Moran s'est terminée, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées comme celle-ci. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Retour à Moran. La formation de bombardiers commença son virage vers l'Angleterre. 200 miles d'espace aérien hostile entre eux et la sécurité. C'est alors que le moteur numéro 2 de Rikki Tikitaby prit un coup direct de flaque. L'hélice tournoya inutilement. L'appareil commença à perdre de la vitesse. Un bombardier endommagé prenant du retard sur la formation était une condamnation à mort.
Les pilotes de chasse allemands guettaient les traînards. Un B-7 solitaire sans la protection du tir défensif de masse était une proie facile. Moran les vit arriver. Une douzaine de Messerschmitt montant d'en bas. Un autre groupe de Focke-Wulf plongeant d'en haut. Rikki Tikitaby était sur le point de combattre seul contre des forces écrasantes. Et dans la position de mitrailleur de queue, Eugene Moran serait leur première cible. Le premier Messerschmitt arriva de la position 6 heures bas, directement derrière et sous le bombardier. Moran pressa ses épaules contre la plaque d'acier de poitrine derrière lui et pressa les gâchettes. Ses 2 calibres 50 rugirent, des balles traceuses filant vers le chasseur. Le pilote allemand rompit son attaque et s'éloigna en roulant. Mais il y en avait plus, beaucoup plus. Les loups attaquaient par paires. L'un attirait l'attention du mitrailleur, pendant que l'autre alignait un tir mortel. Moran balança ses armes de cible en cible. Des douilles de cartouches usées s'empilaient autour de ses genoux. L'odeur de cordite remplissait le compartiment exigu. À 24 000 pieds, la température à l'intérieur de Rikki Tikitaby était de 43 degrés sous zéro. Moran portait une combinaison de vol chauffée électriquement, mais le froid s'infiltrait quand même. Son souffle formait des cristaux de glace sur son masque à oxygène. Les mitrailleuses devenaient chaudes à force de tirs continus, tandis que ses doigts s'engourdissaient à l'intérieur de ses gants. Les pilotes allemands étaient des professionnels, des vétérans de la Luftwaffe qui combattaient depuis 1939. Ils savaient exactement comment tuer un B-7. Viser d'abord les moteurs. Un bombardier avec des moteurs endommagés ne pouvait pas suivre sa formation. Ensuite, s'occuper des mitrailleurs, éliminer le tir défensif. Enfin, déverser des obus de canon dans le fuselage jusqu'à ce que quelque chose de vital se brise. Moran entendit les impacts avant de les sentir. Des obus de canon de 20 mm perçant l'aluminium, le son du métal qui se déchire. Quelque part à l'avant, l'un des mitrailleurs de flanc cessa de tirer, puis l'autre. L'interphone se remplit de parasites et de fragments de voix. Moran ne pouvait pas dire qui parlait ni ce qu'il disait. Le bombardier trembla alors que d'autres obus frappaient au but. Il continua de tirer. Il n'y avait rien d'autre qu'il puisse faire. Un Focke-Wulf arriva de la position 4 heures. Moran balança ses armes et pressa les gâchettes. L'aile du chasseur se désintégra. Il descendit en spirale, traînant une fumée noire. Sa première destruction confirmée. Il n'eut pas le temps de célébrer. Des obus de canon déchirèrent la section arrière. Moran sentit quelque chose percuter son avant-bras gauche, puis son droit. Les 2 bras avaient été touchés. Le sang imbiba les manches de sa combinaison de vol. La douleur fut immédiate et intense, mais ses mains fonctionnaient encore. Il pouvait encore saisir les gâchettes. Plus d'impact. Le stabilisateur vertical au-dessus de lui prit plusieurs coups. Des câbles de commande se rompirent et fouettèrent l'air. La section arrière commença à vibrer violemment. Quelque chose n'allait vraiment pas avec l'appareil. Moran jeta un coup d'œil à son parachute. Chaque aviateur en portait un. La voilure de soie emballée dans un conteneur de toile attaché à sa poitrine. Si le bombardier tombait, le parachute était sa seule chance de survie. Il vit des trous dans le tissu. Plusieurs trous. Des obus de canon l'avaient déchiqueté. Son parachute était inutile. S'il devait sauter, il tomberait 4 miles jusqu'à sa mort. L'attaque continua. Les chasseurs allemands firent passage après passage. Moran en compta au moins 15 qui encerclaient le bombardier estropié. Rikki Tikitaby perdait de l'altitude et de la vitesse. Les moteurs restants peinaient à maintenir l'appareil en vol. À l'avant, dans la section du nez, le navigateur Jesse Harrison était encore vivant. Il avait été blessé mais restait conscient. Le pilote et le copilote étaient tous deux morts aux commandes. Le mécanicien de vol était mort dans sa tourelle. L'opérateur radio était mort. Le mitrailleur de tourelle ventrale était mort. Les mitrailleurs de flanc étaient morts. Des 10 hommes qui avaient décollé d'Angleterre ce matin-là, seuls 2 respiraient encore. Harrison dans le nez, Moran dans la queue. 40 pieds de fuselage brisés entre eux. Un autre obus de canon frappa le bombardier. Celui-ci toucha quelque chose de critique. Moran sentit l'appareil faire une embarbée. Un bruit de grincement résonna à travers la structure. La vibration s'intensifia jusqu'à ce que ses dents claquent. Puis vint un son qu'il n'oublierait jamais. Le hurlement de l'aluminium qui se déchire. Le cri de la défaillance structurelle. Rikki Tikitaby se brisait. Le fuselage se fendit juste devant la section arrière. Moran regarda l'avant de l'appareil se séparer et tomber. Les ailes, les moteurs, le cockpit, les corps de ses camarades d'équipage, tout cela dégringolant vers la campagne allemande, 4 miles plus bas. Il était seul maintenant, piégé dans une section arrière sectionnée, blessé aux 2 bras, son parachute détruit, 24 000 pieds au-dessus du territoire ennemi, en train de tomber.
Les lois de la physique n'offraient aucune pitié. La vitesse terminale pour un corps humain est d'environ 120 miles par heure. La section arrière d'un B7 pesait plusieurs milliers de livres. Elle tomberait plus vite, beaucoup plus vite. Eugene Moran avait peut-être 90 secondes à vivre. La section arrière sectionnée dégringola à travers le ciel. Elle tournoya bout à bout, projetant Moran contre les parois de son compartiment. Son bras blessé hurla de douleur. Le sang éclaboussa l'intérieur. Le vent hurlait à travers le fuselage déchiré où le reste de l'appareil avait été. Moran aurait dû être paralysé par la peur. Il aurait dû se recroqueviller en boule et attendre la mort. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui défiait toute logique. Il continua de se battre. Les chasseurs allemands tournaient encore en cercle. Ils virent la section arrière tomber et s'approchèrent pour regarder de plus près. Peut-être voulaient-ils confirmer la destruction. Peut-être étaient-ils curieux. Quelle que soit leur raison, ils firent une erreur fatale. Ils volèrent à portée d'un mitrailleur de queue blessé qui refusait de mourir. Moran saisit ses mitrailleuses. La section arrière qui tournoyait rendait la visée presque impossible. Les forces G le pressaient contre son siège, puis le projetaient vers le plafond. Ses bras saignaient. Son parachute était détruit. Il tombait 4 miles vers une mort certaine et il tirait encore. Des balles traceuses arquèrent sauvagement à travers le ciel alors que la section arrière tournait. Les pilotes allemands se dispersèrent. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Un homme dans un cercueil tombant qui leur tirait dessus avec tout ce qu'il avait. Un Messerschmitt prit des coups à travers son fuselage. Le pilote rompit et plongea vers le sol, traînant de la fumée. L'altimètre dans la section arrière était brisé, mais Moran pouvait voir le sol grossir à travers les brèches dans le métal déchiré. Champs, forêts, routes. Un patchwork de terres agricoles allemandes se précipitant à sa rencontre. L'aérodynamique de la section arrière sauva sa vie. Le stabilisateur vertical et les stabilisateurs horizontaux agissaient comme des ailes rudimentaires. Ils attrapaient l'air et créaient une traînée. Au lieu de plonger tout droit, l'épave commença à planer. Le tournoiement ralentit. La descente devint presque contrôlée. Presque. Moran estima qu'il tombait à environ 100 pieds par seconde. Assez vite pour le tuer à l'impact, mais plus lentement qu'un corps humain en chute libre. Les stabilisateurs lui achetaient du temps. Des secondes, peut-être une minute. Du temps qu'il utilisa pour continuer à tirer sur tout chasseur allemand qui s'approchait. Le sol était à 5000 pieds en dessous, puis 3000, puis 1000. Moran se cala contre la plaque d'acier de poitrine. Il enroula ses bras blessés autour des boîtes de munitions. Il n'y avait rien d'autre à quoi s'accrocher. La section arrière frappa le sommet d'un pin à environ 100 miles par heure. L'impact brisa des branches aussi épaisses que le bras d'un homme. Le stabilisateur vertical s'accrocha à un tronc et se détacha. L'épave fit des tonneaux à travers la canopée forestière, perdant des morceaux d'aluminium à chaque impact. La tête de Moran percuta la structure d'acier au-dessus de lui. Sa vision explosa en lumière blanche. Il sentit ses côtes se fissurer. Les deux bras se plièrent à des angles pour lesquels il n'avait jamais été conçu. La section arrière heurta un autre arbre, tourna sur le côté et s'écrasa sur le sol gelé. Puis le silence. Eugene Moran était vivant, à peine. Il gisait dans l'épave, incapable de bouger. Les deux avant-bras étaient cassés à plusieurs endroits, fractures ouvertes, l'os dépassant à travers la peau. Ses côtes étaient brisées. Chaque respiration apportait une douleur lancinante. Le sang coulait d'une blessure sur sa tête où un morceau de son crâne avait été arraché. Son cerveau était partiellement exposé à l'air glacial. Le site du crash était dans une forêt près de la ville allemande de Psych, 15 miles au sud de Brême, territoire ennemi. Moran était entouré de gens qui venaient de regarder des bombes américaines détruire leurs usines et tuer leurs voisins. Il essaya de bouger. Ses jambes répondirent faiblement. Ses bras étaient inutiles. Le froid s'infiltrait déjà dans son corps. L'hypothermie le tuerait en quelques heures si ses blessures ne le tuaient pas d'abord. Moran rampa vers l'ouverture où la section arrière s'était séparée de l'appareil. Chaque mouvement envoyait des vagues d'agonie à travers son corps brisé. Il se hissa sur le sol gelé et leva les yeux vers le ciel allemand gris. Il avait survécu à une chute de 4 miles sans parachute. L'un des 3 seuls hommes de toute la guerre qui accomplirait cet exploit. Mais la survie ne signifiait rien s'il se vidait de son sang dans une forêt allemande. Des voix résonnèrent à travers les arbres. Des voix allemandes. Des soldats venant enquêter sur le site du crash. Ils trouveraient un aviateur américain avec des blessures catastrophiques, un combattant ennemi, un terroriste qui venait de bombarder leur ville. Ce qu'ils feraient de lui était entièrement incertain. Les soldats allemands émergèrent des arbres avec des fusils levés. Ils encerclèrent l'épave et fixèrent l'Américain gisant dans la neige.
L'un d'eux cria des ordres. Un autre courut vers la route, vraisemblablement pour appeler un officier. Moran ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas se battre. Il pouvait à peine respirer. Les soldats le fouillèrent brutalement, ignorant ses cris de douleur alors qu'il bougeait ses bras brisés. Ils trouvèrent ses plaques d'identité, son insigne de grade, son parachute détruit. Ils le laissèrent gisant sur le sol gelé pendant qu'ils examinaient la section arrière. Un officier arriva dans l'heure. Il regarda les blessures de Moran et secoua la tête. L'Américain était clairement mourant. Le transporter n'importe où semblait inutile, mais les ordres étaient les ordres. Les aviateurs abattus devaient être capturés et interrogés si possible. Les aviateurs morts ne fournissaient aucun renseignement. Ils chargèrent Moran sur une charrette en bois. Pas de civière, pas de couverture, pas de soins médicaux. La charrette rebondit sur des routes gelées pendant ce qui sembla des heures. Chaque secousse envoyait une nouvelle agonie à travers ses côtes brisées et ses bras fracturés. La blessure sur son crâne avait cessé de saigner, mais seulement parce que le froid avait gelé le sang en une croûte sombre. La charrette le livra à une installation militaire allemande. Moran ne put identifier de quel type. Sa vision se brouilla. La conscience allait et venait par vagues. Il se souvint d'avoir été porté à l'intérieur. Il se souvint d'être allongé sur un sol en béton. Il se souvint de voix allemandes discutant de lui comme s'il était déjà un cadavre. Aucun médecin ne vint. Aucun infirmier. Personne n'offrit d'eau ou de bandages ou de morphine. Les Allemands avaient des fournitures médicales limitées et ils n'allaient pas les gaspiller pour un aviateur ennemi qui mourrait probablement de toute façon. Moran resta allongé sur ce sol en béton pendant 2 jours. Ses blessures s'infectèrent. Le tissu cérébral exposé commença à renfler. Ses bras cassés devinrent violets et noirs. La gangrène s'installait. Sans chirurgie, il perdrait les 2 membres. Sans antibiotiques, l'infection se propagerait à son sang. Sans intervention, il avait peut-être 48 heures à vivre. Les gardes allemands le regardèrent se détériorer. Certains semblaient indifférents, d'autres paraissaient presque compatissants. Mais aucun d'eux n'avait l'autorité ou les ressources pour le sauver. Les bombardiers américains détruisaient les villes allemandes depuis des mois. Les fournitures médicales étaient rares. Les médecins étaient submergés de victimes allemandes. Et les aviateurs ennemis se classaient bien en dessous des soldats et civils allemands sur la liste des priorités. Le 3e jour, Moran fut transporté à nouveau, une autre charrette. Un autre voyage agonisant sur des routes gelées. Cette fois, sa destination était un hôpital de prisonniers de guerre. Un bâtiment reconverti quelque part en territoire occupé où les aviateurs alliés blessés étaient détenus jusqu'à ce qu'ils récupèrent suffisamment pour être envoyés dans des camps permanents. L'hôpital était en sous-effectif et sous-approvisionné. Les médecins militaires allemands effectuaient le triage des prisonniers entrants. Ceux avec des blessures survivables recevaient un traitement. Ceux jugés au-delà du salut étaient laissés mourir. Les blessures de Moran le plaçaient fermement dans la 2e catégorie, mais l'hôpital détenait un secret. Parmi les prisonniers se trouvaient 2 médecins serbes, des médecins militaires capturés sur le front de l'Est. Ils avaient été contraints de servir en traitant les prisonniers de guerre blessés, effectuant des chirurgies avec un équipement inadéquat et presque aucune anesthésie. Les Allemands permettaient cela parce que cela libérait leurs propres médecins pour des patients plus importants. Les médecins serbes examinèrent Moran et prirent une décision. Ils essaieraient de le sauver. Pas parce que quelqu'un le leur ordonnait. Pas parce qu'ils avaient les outils ou médicaments appropriés, simplement parce qu'il était un homme blessé et qu'ils étaient médecins. La chirurgie dura 7 heures. Ils travaillèrent avec des instruments conçus pour les opérations de terrain. Pas d'anesthésie appropriée, seulement des agents anesthésiants locaux qui atténuaient à peine la douleur. Moran dériva dans et hors de la conscience alors qu'il réduisait ses os cassés avec des broches et du fil métallique. Ils nettoyèrent le tissu infecté de ses blessures. Ils retirèrent des fragments d'os de son crâne et couvrirent le cerveau exposé avec le tissu qu'ils purent récupérer. Les médecins serbes attachèrent une plaque métallique à la tête de Moran. Rudimentaire selon les normes modernes, suffisamment efficace pour le maintenir en vie. Ils attellèrent ses bras avec des planches de bois et les enveloppèrent dans des bandages déchirés de drap. Ils firent tout leur possible avec presque rien de disponible. Quand la chirurgie fut terminée, ils lui dirent la vérité. Les prochaines 72 heures détermineraient s'il vivrait ou mourrait. Son corps devait combattre l'infection restante. Ses os devaient commencer à guérir. Son cerveau devait éviter de gonfler davantage. Il n'y avait rien de plus qu'il puisse faire. La survie de Jean Moran dépendait maintenant entièrement de sa propre volonté de vivre. La fièvre arriva la première nuit. La température de Moran grimpa à 104 degrés. Son corps trembla de frissons violents malgré la sueur qui coulait de sa peau.
Les médecins serbes le surveillèrent aussi étroitement que leurs ressources limitées le permettaient. Ils changèrent ses bandages, ils forcèrent de l'eau entre ses lèvres gercées. Ils attendirent. L'infection était le grand tueur dans les hôpitaux militaires. Les antibiotiques existaient, mais étaient presque impossibles à obtenir dans une installation de prisonniers de guerre allemande. Les médecins avaient nettoyé les blessures de Moran aussi minutieusement qu'ils le pouvaient, mais les bactéries étaient déjà entrées dans son sang. Son système immunitaire menait une guerre à l'intérieur de son propre corps. La deuxième nuit fut pire. Moran sombra dans le délire. Il appela sa mère. Il hurla des avertissements à des camarades d'équipage qui étaient déjà morts. Il revécut le moment où Rikki Tikitaby se brisa, son esprit inconscient rejouant le traumatisme encore et encore. Les autres prisonniers blessés dans la salle d'hôpital écoutèrent ces divagations et se demandèrent s'ils verraient le matin. Les médecins serbes se relayèrent pour rester avec lui. Ils n'avaient aucun médicament à offrir, seulement leur présence, seulement des linges froids pressés contre son front brûlant, seulement des encouragements murmurés dans un anglais accentué qu'il ne pouvait probablement pas entendre. Le troisième matin, la fièvre tomba. Moran ouvrit les yeux et reconnut son environnement pour la première fois en plusieurs jours. Il était vivant. L'infection ne l'avait pas tué. Son corps avait gagné la bataille que la médecine ne pouvait pas mener. Les médecins serbes examinèrent ses blessures et trouvèrent les premiers signes de guérison. Le tissu autour de sa plaque crânienne commençait à se refermer. Les os cassés dans ses bras commençaient à se ressouder. La récupération prendrait des mois, peut-être des années. Les dommages à son corps étaient considérables. Mais Eugène Moran allait survivre. La nouvelle se répandit dans l'hôpital. L'Américain qui était tombé de 4 miles sans parachute. Le mitrailleur de queue qui avait continué à tirer alors que son bombardier se désintégrait autour de lui. L'homme qui aurait dû mourir une douzaine de fois, mais refusait de cesser de respirer. Des gardes allemands vinrent le voir. D'autres prisonniers demandèrent à entendre son histoire. Même les administrateurs de l'hôpital semblaient impressionnés par son impossible survie. Les médecins serbes avaient sauvé sa vie, mais ils ne pouvaient pas le protéger éternellement. Une fois que Moran serait assez stable pour voyager, il serait transféré dans un camp de prisonniers de guerre permanent. L'hôpital n'était qu'une étape, un endroit où les hommes blessés étaient rafistolés avant d'être envoyés dans le système allemand de prisonniers. 6 semaines après l'accident, Moran pouvait marcher à nouveau. Ses bras restaient dans des attelles. La plaque métallique dans son crâne causait des maux de tête constants. Ses côtes le faisaient souffrir à chaque respiration, mais il était mobile. Il était conscient. Il était prêt pour le transfert. Les Allemands le traitèrent avec une efficacité bureaucratique. Nom, grade, numéro de matricule, branche de service, affectation d'unité. Ils le photographièrent pour leur dossier. Un jeune homme maigre aux joues creuses et aux bras bandés fixant l'appareil photo avec des yeux qui avaient trop vu. Son premier camp permanent fit le Stalag Luft 4, en Poméranie, un complexe spécialement conçu pour détenir les aviateurs alliés capturés. Des clôtures de fils barbelés, des miradors avec des mitrailleuses, des baraquements en bois qui offraient peu de protection contre le brutal hiver d'Europe de l'Est. Des milliers d'aviateurs américains et britanniques remplissaient le camp. Pilotes, navigateurs, bombardiers, mitrailleurs, hommes qui avaient été abattus au-dessus de l'Allemagne et de l'Europe occupée. Certains étaient prisonniers depuis des années, d'autres n'étaient arrivés que quelques semaines avant Moran. Tous partageaient le même destin, la captivité jusqu'à ce que la guerre se termine ou qu'il meure. Moran trouva une étrange communauté derrière les barbelés. Les prisonniers s'organisaient en unités. Ils maintenaient la discipline militaire. Ils créaient des bibliothèques à partir de livres donnés. Ils donnaient des cours sur tout, des mathématiques aux langues étrangères. Ils construisaient des radios secrètes pour écouter les émissions de la BBC. Ils planifiaient des évasions qui réussissaient rarement. Le camp fournissait des rations minimales, de la soupe claire, du pain noir, occasionnellement des pommes de terre ou des navets. Les colis de la Croix-Rouge complétaient le régime alimentaire quand ils arrivaient, mais les livraisons étaient imprévisibles. La plupart des prisonniers perdaient 20 ou 30 livres pendant leur captivité. Certains perdaient plus. Le corps de Moran continuait à guérir. Ses bras retrouvaient leur fonction, bien qu'il ne serait jamais aussi fort qu'avant. Les maux de tête dus à sa blessure au crâne devenaient moins fréquents. Les cauchemars à propos de l'accident ne s'arrêtèrent jamais. Il était vivant. Il survivait. Mais 17 mois de captivité s'étendaient encore devant lui, et le pire était encore à venir. À l'été 1944, les Allemands transférèrent Moran dans une nouvelle installation. Le voyage le conduisit à travers la Pologne occupée, dans un wagon à bestiaux rempli de 60 prisonniers. Pas de place pour s'asseoir, pas de sanitaire, pas de nourriture pendant 3 jours.
Les hommes s'effondraient les uns contre les autres et priaient pour que le train s'arrête. La destination était un autre camp, puis un autre. Au cours des mois suivants, Moran passa par 4 installations de prisonniers différentes, alors que les Allemands déplaçaient les prisonniers à travers leur empire qui rétrécissait. Chaque transfert apportait de nouvelles épreuves, de nouveaux gardes, de nouvelles maladies, de nouvelles façons de souffrir. Le pire arriva à l'automne 1944, le navire de l'enfer. Les autorités allemandes décidèrent de déplacer plusieurs centaines de prisonniers alliés à travers la mer Baltique. Le navire était un cargo vieillissant, jamais conçu pour transporter une cargaison humaine. Les gardes forcèrent les prisonniers dans la cale sous le pont, une caverne métallique sombre sans ventilation, sans sanitaire et sans espace pour bouger. Moran descendit dans cette cale avec 200 autres hommes. L'écoutille se referma au-dessus d'eux. Le navire commença à bouger, et le cauchemar commença. La cale était complètement sombre. Les prisonniers ne pouvaient pas voir leurs propres mains. Ils ne pouvaient qu'entendre des gémissements, de la toux, des hauts-le-cœur. Des hommes souffrant de dysenterie qui ne pouvaient pas atteindre le seul seau désigné comme latrine. La puanteur devint insupportable en quelques heures. La traversée dura 4 jours. Des prisonniers moururent dans cette cale. Leurs corps restèrent parmi les vivants parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où les mettre. Des hommes devinrent fous à cause de l'obscurité et de l'odeur et du roulis constant du navire. Ils criaient, ils se battaient, ils priaient. Certains cessèrent simplement de répondre, et il fallait vérifier leur pouls pour déterminer s'ils étaient encore en vie. Quand l'écoutille s'ouvrit enfin, Moran sortit dans une lumière grise du jour avec des yeux qui avaient oublié comment voir. Ses vêtements étaient trempés de saleté. Son corps avait perdu encore plus de poids qu'il ne pouvait se permettre de perdre. La plaque métallique dans son crâne pulsait d'une douleur qui ne s'apaisait jamais complètement. Le navire de l'enfer livra sa cargaison survivante à un autre camp en Prusse. Plus de fils barbelés, plus de miradors, plus de soupe claire et de pain noir, plus d'attente pour une guerre qui semblait ne jamais devoir finir. Mais la guerre se terminait. En janvier 1945, les forces soviétiques avançaient depuis l'Est. Les armées alliées poussaient depuis l'Ouest. L'Allemagne était écrasée entre 2 forces imparables. Les prisonniers pouvaient entendre l'artillerie lointaine. Ils pouvaient voir les gardes allemands devenir nerveux. Quelque chose était sur le point de changer. Le 6 février 1945, le changement arriva. Les troupes soviétiques approchaient du camp. Les commandants allemands ordonnèrent une évacuation immédiate. Tous les prisonniers marcheraient vers l'ouest à pied. Destination inconnue, durée inconnue. Le refus signifiait l'exécution. Les prisonniers se rassemblèrent dans le complexe gelé. Les températures étaient descendues à 20 degrés en dessous de zéro. Beaucoup d'hommes n'avaient pas de manteau d'hiver, pas de gants, pas de bottes appropriées. Ils survivaient avec des rations de famine depuis des mois. Et maintenant, on attendait d'eux qu'ils marchent à travers l'Allemagne dans l'hiver le plus froid depuis des décennies. La colonne s'étendait sur des miles. Des milliers d'aviateurs alliés avançant péniblement dans la neige et la glace. Les gardes allemands marchaient à côté avec leurs fusils prêts. Quiconque prenait du retard serait abattu. Quiconque tentait de s'échapper serait abattu. Le message était clair, marchez ou mourrez. Moran avait survécu à une chute de 4 miles depuis le ciel. Il avait survécu à des blessures catastrophiques. Il avait survécu à une chirurgie rudimentaire et à une infection galopante. Il avait survécu au navire de l'enfer. Maintenant, il faisait face à 600 miles de route gelée avec un corps qui n'avait jamais complètement guéri. La marche deviendrait plus tard connue sous le nom de Marche Noire, l'une des plus longues marches forcées de prisonniers alliés de l'histoire européenne. 86 jours de marche à travers des blizzards et de la pluie glaciale, dormant dans des granges remplies de déjections animales, buvant dans des fossés contaminés par des eaux usées humaines, mangeant tout ce qui pouvait être volé ou récupéré dans la campagne dévastée. On estime que 1500 aviateurs américains et britanniques moururent pendant la Marche Noire. Pneumonie, dysenterie, typhus, gelures qui se transformaient en gangrène. Des balles de garde qui décidaient qu'un traînard ne valait pas la peine d'attendre. Eugene Moran mettait un pied devant l'autre et refusait de s'arrêter. Derrière lui se trouvaient 17 mois de captivité. Devant lui se trouvait un nombre incertain de miles à travers le territoire ennemi. Quelque part au-delà, s'il pouvait survivre assez longtemps, se trouvait la liberté. La Marche Noire avançait péniblement à travers février et mars 1945. Les prisonniers marchaient 15 à 20 miles chaque jour à travers une neige qui atteignait parfois leurs genoux. Ils dormaient dans des granges gelées ou à même le sol. Ils mangeaient des pommes de terre crues volées dans les champs et buvaient de la neige fondue parce que les ruisseaux étaient contaminés.
Le corps de Moran protestait à chaque pas. Ses bras avaient mal guéri et le faisaient souffrir dans le froid. La plaque métallique dans son crâne conduisait les températures glaciales directement dans son cerveau. Ses côtes ne s'étaient jamais complètement remises de l'accident. Chaque respiration d'air glacial lui rappelait les blessures qu'il avait subies 17 mois plus tôt. Des hommes mouraient autour de lui quotidiennement. Certains s'effondraient dans la neige et ne se relevaient jamais. D'autres développaient des fièvres qui les consumaient en quelques heures. Les gardes abattaient les prisonniers qui ne pouvaient pas suivre le rythme. La colonne laissait une traînée de corps à travers la campagne allemande, comme des marqueurs sur une carte de la souffrance. Mais Moran continuait à marcher. Il n'avait pas survécu à une chute de 4 miles pour mourir sur une route gelée. Il n'avait pas enduré le navire de l'enfer pour se rendre à l'épuisement. Quelque chose en lui refusait d'abandonner. La même détermination obstinée qui l'avait fait continuer à tirer avec ses mitrailleuses alors que Ricky Tiktavi se désintégrait autour de lui. En avril, la colonne avait parcouru près de 500 miles. Les prisonniers pouvaient entendre l'artillerie alliée devenir plus forte chaque jour. Les forces américaines et britanniques se rapprochaient depuis l'ouest. Les armées soviétiques avançaient depuis l'est. L'Allemagne s'effondrait. La libération arrivait. Le 26 avril 1945, la marche se termina. Des soldats américains de la 104e division d'infanterie interceptèrent la colonne près de la rivière Elbe. Les gardes allemands jetèrent leurs armes et se rendirent. Les prisonniers restèrent dans un silence stupéfait, incapables de comprendre ce qui se passait. Après des années de captivité, après des mois de marche, après d'innombrables moments où la mort semblait certaine, ils étaient libres. Moran pesait 93 livres. Il était entré dans l'armée à 150. L'accident, les chirurgies, les camps, le navire de l'enfer et la marche avaient enlevé près de 40% de son poids corporel. Il ressemblait à un squelette enveloppé de peau, mais il était vivant. Le personnel médical se précipita pour soigner les prisonniers libérés. Beaucoup nécessitaient une hospitalisation immédiate. Le typhus s'était répandu dans la colonne pendant la marche. La pneumonie était endémique. Les gelures avaient réclamé des doigts et des orteils qui nécessiteraient une amputation. Les médecins travaillaient jour et nuit pour stabiliser des hommes qui avaient été systématiquement affamés et brutalisés pendant des mois ou des années. L'armée traita le cas de Moran avec un étonnement croissant. Son dossier de service documentait l'impossible. Abattu au-dessus de Brême le 29 novembre 1943. Avion détruit par l'action ennemie. Tombé de 24 000 pieds dans une section de queue sectionnée sans parachute fonctionnel. Survécu à l'impact. Capturé par les forces ennemies, détenu comme prisonnier de guerre pendant 17 mois, survécu à une marche forcée d'environ 600 miles. Les historiens militaires confirmeraient plus tard que seulement 3 aviateurs alliés dans toute la Seconde Guerre mondiale survécurent à des chutes de distance comparables sans parachute. Eugene Moran était l'un d'eux. Les 2 autres avaient des histoires similaires de chevauchées d'épaves où des morceaux d'avions détruits ralentirent leur descente suffisamment pour rendre la survie possible. Les 3 cas furent considérés comme miraculeux. L'armée décerna à Moran 2 Purple Hearts pour les blessures qu'il avait subies pendant l'attaque sur son bombardier, une pour chaque bras brisé par les tirs de canon allemands. Ils lui donnèrent la médaille de l'air avec grappe de feuilles de chêne pour son service avec la 8e force aérienne. Ils lui donnèrent la médaille du théâtre européen et la médaille de bonne conduite. Ils lui donnèrent une décharge honorable le 1er décembre 1945. Le 96e groupe de bombardement avait perdu 938 hommes pendant la guerre. 206 avions détruits, des milliers de missions effectuées au-dessus des cibles les plus lourdement défendues d'Europe. La survie de Moran était une anomalie statistique dans une organisation définie par des pertes catastrophiques. La nouvelle de sa chute s'était répandue même pendant la guerre. Des opérateurs radio avaient intercepté des émissions allemandes décrivant un Américain qui était tombé de 4 miles et avait vécu. L'histoire atteignit le Wisconsin, où la famille de Moran avait passé des mois sans savoir s'il était vivant ou mort. Des lettres anonymes arrivèrent, décrivant ce que les opérateurs radio avaient entendu. L'espoir se mêlait à l'incertitude, jusqu'à ce que la confirmation officielle arrive enfin. Le sergent d'état-major Eugene Moran retourna à Soldiers Grove, Wisconsin, fin 1945. Le garçon de ferme qui avait rêvé de voler en regardant les avions passer au-dessus de sa tête, le mitrailleur de queue qui était tombé du ciel et avait refusé de mourir. Il avait 21 ans. Il avait vieilli de décennies. La question maintenant était de savoir s'il pouvait construire une vie après tout ce qu'il avait enduré. Eugene Moran épousa Margaret Finlay quelques mois après son retour au Wisconsin. C'était une fille du coin, qu'il l'avait connue avant la guerre.
Elle voyait au-delà des cicatrices physiques et des yeux creux et des cauchemars qui le réveillaient en hurlant dans l'obscurité. Elle voyait l'homme sous les dommages. Ils construisirent une vie ensemble dans une petite ferme près de Soldiers Grove, le même paysage où Moran avait grandi en regardant les avions passer au-dessus de sa tête et en rêvant de vol. Maintenant, ses rêves avaient été remplacés par des souvenirs qu'il ne pourrait jamais complètement échapper. Le rugissement des moteurs, le crépitement des mitrailleuses, le son de l'aluminium se déchirant à 24 000 pieds. Moran parlait rarement de la guerre, ni à sa femme, ni à ses 9 enfants, ni à quiconque demandait. Les expériences étaient trop douloureuses, les pertes trop profondes. 8 de ses camarades d'équipage étaient morts sur Rikki-Tiktavi. D'innombrables amis avaient péri dans les camps et pendant la marche. En parler signifiait le revivre, alors il resta silencieux pendant plus de 60 ans. Les blessures physiques ne guérirent jamais complètement. La plaque métallique dans son crâne causait des maux de tête pour le reste de sa vie. Ses bras restaient faibles et sujets à la douleur par temps froid. Ses côtes le faisaient souffrir quand les tempêtes approchaient. Son corps portait l'épreuve du 29 novembre 1943 jusqu'à son dernier souffle. Mais Moran vécut. Il éleva sa famille. Il travailla sa ferme. Il allait à l'église le dimanche et regardait ses petits-enfants grandir. Il survécut à la plupart de ses compagnons prisonniers et presque tous ses camarades d'équipage. Le garçon de ferme qui aurait dû mourir une douzaine de fois vécut au contraire pour voir le XXIe siècle. En 2007, plus de 6 décennies après la fin de la guerre, le Conseil des anciens combattants du Wisconsin créa un nouvel honneur, le prix de réalisation d'une vie d'ancien combattant. Ils choisirent Eugene Moran comme premier récipiendaire. Enfin, officiellement, son État reconnaissait ce qu'il avait enduré et ce à quoi il avait survécu. La cérémonie de remise du prix attira l'attention sur son histoire. Des journalistes l'interviewèrent. Des historiens documentèrent son récit. Un enseignant local nommé John Armster devint fasciné par l'histoire et commença à mener des entretiens approfondis avec Moran et sa famille. Le silence de 60 ans se brisa enfin. Armster passa des années à rechercher chaque détail. Dossiers militaires, archives allemandes, entretiens avec des témoins survivants. Le projet deviendrait finalement un livre intitulé Tailspin, publié en 2022. Un récit complet du garçon de ferme qui tomba de 4 miles et vécut. Le 18 octobre 2008, la ville de Soldiers Grove honora Moran en nommant une rue d'après lui, Eugene Moran Way. Un marqueur permanent dans la communauté où il était né, où il était retourné après la guerre et où il passa le reste de sa vie. L'autre survivant de Rikki-Tiktavi rentra également chez lui. Le navigateur Jesse Horizon avait sauté de la section avant que le bombardier ne se brise. Il passa le reste de la guerre comme prisonnier aux côtés de milliers d'autres aviateurs alliés. Son témoignage confirma le récit de Moran et aida à établir le dossier historique de ce matin de novembre au-dessus de Brême. Eugene Moran mourut le 23 mars 2014. Il avait 89 ans. 7 décennies s'étaient écoulées depuis le jour où la flaque allemande avait coupé son bombardier en deux et l'avait envoyé tomber de 4 miles vers la terre. 7 décennies depuis qu'il avait continué à tirer avec ses mitrailleuses pendant que le monde tournait autour de lui. 7 décennies depuis que les médecins serbes avaient sauvé sa vie avec des outils rudimentaires et une compétence impossible. Sa nécrologie notait qu'il vivait selon une philosophie simple. Je préférerais muser plutôt que rouiller. Les mots d'un homme qui refusait de se rendre. Aux Allemands, à ses blessures, à la marche, au silence qui suivit. La position de mitrailleur de queue sur un B-7 était l'endroit le plus solitaire de l'avion. Séparé de l'équipage, première cible pour les chasseurs ennemis, dernier à savoir si le bombardier tombait. Eugene Moran occupa cette position le 29 novembre 1943, et quand son avion se désintégra autour de lui, il ne se recroquevilla pas et n'attendit pas la mort. Il continua à tirer tout le long de la descente. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur, appuyez sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des mitrailleurs de queue qui sont tombés du ciel. Des garçons de ferme qui refusent de mourir. De vraies personnes. Un vrai héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas juste un spectateur. Vous faites partie de ceux qui gardent ces mémoires vivantes. Dites-nous votre emplacement.
Dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous juste savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé, et merci de faire en sorte qu'Eugène Moran ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés, et vous aider à faire en sorte que cela